Merci, Monsieur le Président. Eh bien, comme encore illustré récemment par le rapport Lepage, l'expertise judiciaire, au nom de sa spécificité présumée, échappe largement au mouvement général de défiance qui vise le monde expertal. Si ce type d'exercice parvient ainsi à préserver une réputation d'excellence naguère liée à un idéal scientifique aujourd'hui fortement décrié, c'est parce qu'il est renforcé en l'espèce par le prestige encore attaché à l'idée de justice. Les experts judiciaires échappent à la critique de l'expertise parce qu'ils sont judiciaires, tout en restant immunisés contre la mise en cause du judiciaire au motif qu'ils sont experts. À ce titre, collaborateurs réputés seulement occasionnels du système. Dans la présente communication, je voudrais démontrer que l'expertise judiciaire souffre de tous les défauts actuellement répertoriés dans l'expertise en général, mais plus encore, que l'archaïsme et la rigidité du monde judiciaire français, il n'y a pas de magistrat ici, ont conduit ces défauts à un tel degré qu'ils fournissent aujourd'hui une sorte de tératologie de l'expertise dont les monstruosités éclairent en retour la mécanique des vices dont souffre le travail expertal en général. Je ne suis pas ici pour vous parler de l'expertise judiciaire, je suis là pour vous parler des vices de l'expertise en général. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'anticipe sur votre indulgente connivence. Ce n'est pas évident pour un scientifique de franchir les bornes du moi haïssable et de rentrer un petit peu dans le biographique. Là encore, bon, je pense que après avoir hésité, je me suis souvenu que j'étais mathématicien de formation. L'idée étant quand même de essayer d'abstraire à partir d'un cas particulier une théorie générale et d'autre part... Et là, c'est le freudien qui parle. Je pense que dans les 7 années d'enfer que j'ai vécues et dont on va faire un compte-rendu extrêmement sommaire, je crois que si j'ai réussi à tenir, c'est aussi parce que je me suis obsédé sur cette idée comment faire pour tirer de mon expérience personnelle quelque chose d'utilisable par la société en général. Alors l'expérience personnelle a été évoquée brièvement, c'est-à-dire qu'elle commence dans le contexte pharmaceutique français des années 80-90, marqué par la prédominance des entreprises familiales, d'ailleurs héritées bien davantage que créées, par un immense retard technico-scientifique des instances réglementaires ou universitaires relativement à la méthodologie des essais cliniques, enfin par une méconnaissance abyssale des journalistes, mais ça c'est pas nouveau. Actuellement en procès, l'hormone de croissance est un sédiment typique de cette historique où, avec l'assentiment de tous, des biologistes et des médecins présumés éminents se sont vus autorisés, et durant des années, à un exercice de la pharmacie aussi catastrophique qu'illégal. Et lorsque le risque de contamination est apparu, tenez-vous bien, c'est encore vers les responsables de France Hypofils que se sont benoîtement tournés l'administration sanitaire et même la justice pour obtenir des expertises. C'est assez incroyable, mais ça s'est passé comme ça. Alors c'est dans la conscience de toute cette déférence parfois indue pour l'établissement universitaire et la tendance connexe des magistrats à puiser par défaut dans ce vivier qu'en dépit d'une activité professionnelle intense, je vais solliciter mon inscription comme expert judiciaire dans une spécialité alors inexistante, médicaments et recherche biomédicale. Après un temps mort lié à la nouveauté de ma spécialisation, je fus bientôt en charge au civil comme au pénal de la plupart des grandes affaires médicamenteuses. Elles ont été citées tout à l'heure. Diéthylstilbestrol, moi aussi j'écorche, c'est la fameuse affaire Distilbène que tout le monde connaît. Bon. Alors, avec dans chaque affaire ou presque, des liens professionnels avérés, le plus souvent même réguliers, à l'égard des fabricants mis en cause. J'étais consultant pour l'industrie pharmaceutique. À ma surprise, les victimes, qui eussent dû être naturellement les plus indisposées, n'émirent quasiment jamais d'objection quant à ces liens patents, à propos desquels, bien entendu, je m'acquittais scrupuleusement de mes obligations déclaratives, suscitant, soit dit en passant, une bien évocatrice surprise des magistrats et des avocats. Internationalement, j'ai une connaisseuse à mes côtés, internationalement et depuis des décennies, rentrons dans la technique, l'obligation légale faite aux fabricants d'assurer le suivi de leurs médicaments une fois introduits sur le marché se concrétise principalement autour d'un document clé, le PSUR pour Periodic Safety Update Report, rapport de tolérance exigible par toutes les administrations sanitaires sur une base périodique, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans. Illustration éloquente du problème de spécialité qui vient d'être évoqué, dans toutes les expertises sur la vaccination qui avaient été réalisées jusque-là,
aucun des experts désignés n'avait simplement eu l'idée de réclamer ces documents fondamentaux. C'était mutatis mutandis. On était dans la situation assez incongrue d'un contrôle fiscal où le contrôleur aurait systématiquement négligé les déclarations fiscales du contrôlé. Voilà où en est l'expertise judiciaire aujourd'hui. C'est dire que pour basique qu'elle fût, ma requête de documents aussi incontournable la première fois n'alla pas sans susciter une certaine surprise chez mes co-experts, pour ne point parler d'une nervosité fort palpable chez les fabricants concernés. On était dans le cadre de mon premier dossier, vaccin contre l'hépatite B. Je signale quand même, j'ai laissé mon adresse email parce que dans le débat général que je voudrais susciter, ceux d'entre vous qui voudraient le continuer avec moi sont bienvenus. Alors, bien pire, dès la première expertise que j'allais remettre, j'y faisais remarquer que la docilité avec laquelle mes confrères avaient jusqu'alors repris l'antienne trop facile du lien direct et certain, il n'y a pas de lien direct et certain, n'avait aucun sens pour un spécialiste du médicament, attendu que la méthode d'imputabilité, de causalité imposée depuis 20 ans par l'administration sanitaire à tous les professionnels du médicament, fabricants inclus, ignorait strictement toute notion de certitude. Et que du point de vue technique, on l'a dit hier, qui était bien celui sur lequel on attendait l'expert, la discussion par voie de conséquence ne pouvait s'opérer qu'en fonction des divers degrés de probabilité tels que retenus par la méthode, douteux, plausible, possible, etc. Alors, c'était apparemment aller un peu loin dans la provocation. Les fabricants allaient se lancer dans une stratégie de récusation à mon endroit au motif soudain redécouvert de nos liens professionnels, pourtant assumés, tout en précisant d'emblée qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser tous les recours judiciaires possibles, à bon entendeur salut, pour les magistrats récalcitrants. Ce nonobstant, les premiers confrontés à cette stratégie ne se dérobèrent pas, que devant 6 juridictions distinctes dans la Cour d'appel de Paris, j'ai été maintenu à 11 reprises, dont 2 fois en appel, confirme la solidité de ce que j'avais adopté. Mais il faut déjà voir le harcèlement, c'est-à-dire que le temps que je passe, un consultant, ça vend du temps, il faut voir les centaines d'heures que j'ai déjà passées dans ce type de procédure avec la perte inhérente. Mais la justice est bien fragile devant la puissance de l'argent. Non qu'il s'agisse à ce stade d'insinuer quelque prévarication qui soit, mais de rappeler simplement le mécanisme par lequel, quand on dispose d'une trésorerie conséquente, on peut, dans un casino, faire sauter la banque en jouant inexorablement le même numéro jusqu'à ce qu'il sorte, selon le principe dit de la martingale. Eh bien, il en va de même dans les prétoires. Attendu que personne n'imagine que toutes les décisions de justice soient parfaites, il suffit, pour autant qu'on en ait les moyens et qu'on se trouve, comme en pareille espèce, dans des affaires sérielles, de multiplier les actions et les recours en attendant d'en obtenir une favorable. Du point de vue de la trésorerie, c'est effectivement plus facile pour les géants de l'industrie pharmaceutique mondiale que pour les pauvres aides-soignantes réduites à la misère de l'invalidité par suite de leur sclérose en plaques. De fait, à l'issue d'une procédure, entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, menée totalement à mon insu, la Cour d'appel de Versailles allait enfin faire droit à la demande des fabricants, au motif précisément de mes liens professionnels avec eux, considérés comme incompatibles avec l'exigence d'ailleurs fort vague d'impartialité objective posée par l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme. Première diapo, s'il vous plaît. Ce que faisant, la Cour d'appel ignorait, je rentre un peu dans le détail juridique, quoique je ne sois pas juriste moi-même, mais j'ai fini par apprendre du droit malheureusement, ignorait une jurisprudence jusqu'alors constante sur la tardivité des demandes de récusation, les 10 liens ayant été connus des parties dès avant que les opérations d'expertise ne débutent. D'autre part, et je parle sous le contrôle de ma voisine de droite, violer le principe fondamental de l'intérêt à agir pourtant d'ordre public, les fabricants n'ayant évidemment aucun intérêt à soutenir contre la victime qui s'opposait à ma récusation que je leur étais subordonné. Malgré la gravité de ces erreurs juridiques, la Cour de cassation, c'est des erreurs juridiques tellement graves que je suis absolument sûr que vous comprenez tous le problème, la Cour de cassation allait confirmer les arrêts en question et plus encore casser les autres arrêts qui avaient conclu en sens inverse. Mieux, alors qu'il n'était pas bien difficile d'anticiper dans quelle direction ces décisions allaient être exploitées par les fabricants, la Cour d'appel de Versailles, là encore confirmée par la Cour de cassation, devait me débouter de mes velléités d'intervention en tierce opposition, au motif que l'expert n'est ni tiers ni partie et qu'il serait, au contraire de tous les textes connus, auxiliaire de justice. Un expert judiciaire n'a jamais été auxiliaire de justice, c'est un collaborateur occasionnel de la justice. Le problème, c'est que dans une affaire pourtant jugée connexe par la même Cour de cassation, celle-ci n'avait pas hésité à me condamner aux dépens, validant du même coup qu'un expert pût être attrait comme partie dans une affaire où il n'avait évidemment aucun intérêt personnel. Donc ni tiers ni partie, et partie en même temps. Ainsi,
Non contente de faire de moi le seul citoyen français officiellement privé de toute personnalité juridique, ni tiers ni parti, et à ce titre de me priver du droit pourtant fondamental de défendre ma réputation, la Cour de cassation n'avait même pas éprouvé le besoin de cohérence, me privant simultanément d'un autre droit fondamental, celui de pouvoir anticiper sur un minimum de prévisibilité juridique. Mais si les juges n'avaient pas la clairvoyance de se demander pourquoi le seul expert judiciaire français pouvant documenter une continuité de relations professionnelles fructueuses avec l'industrie pharmaceutique se voyait soudain aussi le seul à faire l'objet d'un harcèlement de la part de ses anciens clients, dès lors qu'il se proposait de mettre sa compétence au service de la justice. Ils surent faire preuve, les juges, d'une redoutable imagination quand il s'agit de confirmer le statu quo sans donner l'impression, ils n'aiment pas ça, les juges, de reprendre en coupé-collé les motivations antérieures des arrêts précédents. Alors, oubliant que la motivation initiale était celle de l'impartialité objective, laquelle, comme son nom ne l'indique pas pour les non-juristes, vise simplement une situation d'apparence sans que l'intégrité intellectuelle de l'intéressé y soit mise en cause, les cours d'appel d'Orléans, diapo suivante s'il vous plaît, et de Paris allaient justifier leur adhésion aux arrêts précédents en chargeant la barque au point d'invoquer des articles écrits par moi parus dans la presse professionnelle spécialisée où j'avais osé soutenir qu'il convenait d'examiner de façon critique les données épidémiologiques disponibles et de ne pas se concentrer exclusivement sur le risque iatrogène, et également d'évaluer si le bénéfice réel d'une vaccination était aussi assuré qu'on l'avait prétendu pendant la campagne. D'où il ressort apparemment qu'aux yeux de la Cour d'appel de Versailles et suivante, et de la Cour d'appel de Paris, seuls méritaient d'être considérés comme impartiaux ceux des experts, il n'en manque pas, qui considéraient comme allant de soi la validité des études réalisées par les promoteurs de la vaccination et la réalité du bénéfice vaccinal. Mieux, diapo suivante, ayant dans une autre affaire opposé le préalable dont j'ai parlé hier de la déclaration d'intérêt, vous comprenez pourquoi j'ai l'air un peu obsédé par les déclarations d'intérêt, aux nombreux experts cités par les fabricants en vue de leur promotion, je vis mon rapport écarté sans ménagement par la Cour d'appel de Versailles au motif que, mettant en cause les experts en général, j'avais forcément impliqué mes co-experts du collège désignés dans l'affaire en question et qu'à ce titre, j'avais gravement manqué à la prudence. Bref, les fabricants n'avaient qu'à se baisser pour incrémenter de décisions judiciaires sans cesse renouvelées le dénigrement à l'endroit de, c'est une citation, des thèses fumeuses d'un expert dont l'intégrité intellectuelle a été largement mise à mal par la Cour de cassation. Aujourd'hui, n'importe quel tribunal administratif de province, quand on lui dit le docteur Girard dit que, qu'on sort un article du docteur Girard, on dit le docteur Girard, on sait bien qui c'est, la Cour de cassation nous l'a dit. Alors, se voir aussi malmené dans ses droits fondamentaux. Alors, j'insiste aussi que, par rapport à ce que disait M. Ledéo hier, là, on n'est même pas dans l'intervention publique de l'expert à laquelle il nous invitait, on est dans l'exercice professionnel de l'expert. Moi, c'est mon boulot d'écrire dans des revues professionnelles, telle ou telle étude est bonne, telle ou telle étude est mauvaise, etc. Bon, j'ai été donc remis en cause dans mon intégrité intellectuelle pour avoir écrit dans des... sur des supports tout à fait professionnels. Alors, se voir ainsi menacé dans ses droits fondamentaux au nom de la Convention européenne des droits de l'homme appelait naturellement un recours devant la Cour européenne. À 2 reprises, je me tournais vers elle. À 2 reprises, ma demande devait être jugée irrecevable. La Cour, je cite, ne relevant aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles. Je vous laisse contre-juger le jugement de la Cour européenne. Alors, de fil en aiguille, toujours sans qu'il me soit donné le moindre moyen d'intervenir pour me défendre, le même type de raisonnement allait finalement conduire la Cour d'appel de Versailles à me radier de la liste des experts en repoussant un peu encore les exigences du scientifiquement correct. Diapo suivante, s'il vous plaît. Apparemment peu soucieuse de m'affronter sur le terrain technico-scientifique, la Cour soutenait ne pas mettre en cause ma compétence expertale, se contentant d'affirmer que mes prises de position techniques étaient clairement incompatibles avec l'impartialité normalement attendue d'un expert judiciaire, comme si l'impartialité tout court n'était pas la plus précieuse des qualités normalement attendues d'un expert judiciaire ou pas judiciaire. Ce que faisant de plus la Cour, bientôt confirmée par la Cour de cassation, ignorait de nouveau les textes juridiques en vigueur, le code de déontologie de l'expert judiciaire spécifiant sans la moindre ambiguïté en son article 9 qu'en cas de controverse
doctrinale, le technicien doit en faire état et indiquer là ou les solutions qu'il retient en motivant son avis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que je suis quelqu'un de relativement apte à motiver mes avis. Il faut croire qu'en matière de vaccination contre l'hépatite B, insinuer, même en se fondant sur des centaines d'articles internationaux jusqu'alors strictement ignorés par les autres expertises, qu'il puisse y avoir controverse, simplement insinuer qu'il puisse y avoir controverse, signait par le fait même un manquement grave au principe d'impartialité. À titre de comparateur intéressant, diapo suivante, on peut relever que par contraste, la justice ne s'est jamais sentie menacé dans son exigence d'impartialité quand un autre expert, président d'une grande société française de médecine légale, a éprouvé le besoin d'intervenir escalité pour protester après que l'administration sanitaire eut consenti à l'indemnisation de quelques victimes du vaccin, l'intéressé soulignant l'émotion des experts qui, comme lui, avaient engagé leur honneur scientifique, a rassuré les magistrats quant à la parfaite sécurité du vaccin. Je ne sais pas si vous voyez, un expert judiciaire qui spontanément intervient pour protester contre l'indemnisation de victimes en disant que cette indemnisation est une menace pour notre honneur. Ben, ça ne gêne pas la justice. Alors bref, ce compte-rendu biographique, dont je vous prie encore une fois de m'excuser, n'a d'intérêt que s'il peut nourrir une réflexion plus large et plus abstraite sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Alors ma première réflexion va donc viser la question du statut et de la protection de l'expert. Il est tout de même effarant qu'il ait fallu attendre le bon docteur Girard pour découvrir que s'il a prévu des causes, d'ailleurs aberrantes, de récusation pour l'expert, le nouveau code de procédure civile, qui sauf erreur doit dater des années 80, a bizarrement omis d'en spécifier la moindre procédure. Il n'y a pas de procédure de récusation de l'expert. Il y a une procédure de récusation des juges, mais il n'y a pas de procédure pour l'expert. Justifiant a priori l'arbitraire qui fait qu'au gré des juges et de leur humeur, l'expert peut être ou non entendu, voire tenu, je vous l'ai dit, dans la stricte ignorance des demandes qui le visent. Il est non moins intéressant de constater que, confronté à ce vide juridique, la Cour de cassation n'a pas eu à cœur d'en limiter les conséquences, l'officialisant au contraire et l'aggravant au-delà de toute limite par son incohérence. Or, pour ahurissante qu'elle apparaisse ainsi, cette maltraitance de l'expert n'est qu'une expression particulière d'un climat général qui tient pour acquise sa totale déréliction juridique. Lorsque sévisse parmi d'autres, il vint au pôle santé l'idée de ne plus rémunérer le travail, pourtant considérable, que j'avais accompli cette fois au pénal. J'eus la surprise de constater qu'arrivé devant la chambre de l'instruction, j'y étais traité en appelant. Parlant donc en premier, n'ayant même pas connaissance des réquisitions du parquet général qui allait s'exprimer après moi, alors même que n'ayant jamais été entendu auparavant, il m'avait bien manqué un premier degré de juridiction et que je n'avais même jamais été destinataire des motivations initiales du juge. Et alors que le refus de paiement prétendait s'abriter derrière le pauvre prétexte des délais non respectés, les délais en expertise judiciaire, je ne vous dis pas, il me fallut constater de rechef que la chambre de l'instruction n'avait strictement rien à faire des éléments de défense qui, en n'importe quelle autre espèce, et là encore je parle à des non-juristes qui vont comprendre, eussent conditionné sa décision, à savoir quelle mise en demeure, il n'y en avait pas eu. Quelle preuve d'un quelconque préjudice pour l'instruction, il n'y en avait pas. Quelle proportionnalité entre le dit préjudice et la sanction requise, la question dont vous mesurez de la proportionnalité, vous en mesurez toute la pertinence, quand vous saurez que l'alternative était entre le paiement des quelques 700 heures de travail réclamées par l'expert et le généreux total de 0 consenti par le parquet et le juge. Maltraitance expertale, disais-je. Alors ces problèmes bassement financiers introduisent à l'idée que, même lorsqu'il ne doit rien à la justice dans sa réussite professionnelle, l'expert récalcitrant risque gros, et ce, pas seulement à cause du travail impayé sous des prétextes trop faciles. C'est ainsi, par exemple, que, rapidement lassé d'un harcèlement procédurier susceptible de mettre trop à contribution sa clause de protection juridique, mon assureur allait incontinent résilier mon assurance responsabilité civile professionnelle. La difficulté prévisible de retrouver un autre contrat dans un contexte aussi conflictuel mettait dès lors en péril mon droit même à travailler. Je ne peux pas travailler sans être assuré. Enfin, sans être assuré, parce que je peux vous dire que je n'étais pas rassuré. Enfin, alors que jusqu'à présent, ma réussite professionnelle avait beaucoup reposé sur une réputation d'intégrité tirée d'un conflit ancien relativement médiatisé avec mon premier employeur, j'avais été lanceur d'alerte à l'époque où le concept n'existait même pas, au tout début des années 80.
Une telle accumulation d'arrêts défavorables, surtout exploitée de la façon qu'on imagine, allait accréditer dans le milieu pharmaceutique que d'une façon ou d'une autre, j'avais manqué à mes obligations, avec des conséquences voyantes en matière d'activité professionnelle. Je vous laisse voir mon chiffre d'affaires et son évolution. La flèche rouge indique le début de mes missions judiciaires. Faites des statistiques. Je ne sais pas si la corrélation est plausible ou vraisemblable, mais elle est quand même assez frappante. Alors, cette vulnérabilité manifestement institutionnelle de l'expert judiciaire s'oppose, et c'est ça qui me frappe, à son pouvoir effectif. Car il est patent, et il suffit d'interroger les juges pour s'en apercevoir, que si objectivement nul que soit l'expert, c'est presque à coup sûr que les magistrats s'en tiendront à son expertise et rien qu'à elle. Alors que j'ai l'expérience réitérée de leur mépris absolu pour des expertises d'une centaine de pages, assorties d'une documentation unique dès lors qu'elles sont privées. J'ai également celle d'un jugement fort médiatisé, cette fois favorable à la victime, où l'expertise du pauvre médecin désigné, pauvre médecin de quartier manifestement ignorant de tout, s'était limitée à une quinzaine de lignes, soutenant sans un élément de preuve que la cause des troubles ne pouvait être que le vaccin. De la sorte, s'il est classique de poser que l'expert n'a pas à dire le droit, force est de constater en pratique que c'est bien à lui qu'il revient de dire le juste, puisque, sauf exception rarissime, il sera aveuglément suivi par le juge. Alors, dans une organisation reposant sur une délégation de pouvoir aussi perverse, on voit mieux la rationalité d'une absence de statut qui laisse l'expert judiciaire à l'entière merci de ceux qui ne peuvent se passer de lui. On n'a pas idée de la naïve inconscience avec laquelle des pauvres techniciens, parfois arrivés aux plus hautes sphères de la corporation expertale, peuvent se vanter de la façon dont leur reconnaissance par les juges a métamorphosé en réussite inespérée une carrière professionnelle jusqu'alors ignorée par les pairs, voire franchement vouée à l'échec. Tant il est vrai que dans un système de désignation aussi aberrant que le nôtre, on est réputé compétent lorsqu'on a réussi à se faire désigner expert judiciaire, au lieu d'être nommé expert judiciaire en reconnaissance d'une compétence documentable. Et bien entendu, on retrouve au niveau des justiciables le dernier degré de ce qu'au XVIe siècle, déjà, la Boétie décrivait comme la pyramide de l'esclavage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ayant parfaitement compris qu'ils n'ont qu'à bien se tenir dans un système qui leur dénie tout droit, mais auquel, s'ils sont sages, ils peuvent devoir l'essentiel de leur réussite, les experts judiciaires se rattrapent finalement sur les victimes, comme attesté par cette impressionnante convergence de plaintes auxquelles j'espère pouvoir consacrer un livre, et dont le titre à lui seul, citation parmi d'autres, suffit à caractériser l'ambiance. Écoutez bien, c'est une infirmière qui parle, une professionnelle de santé, une collègue, mise tout de suite en situation. J'ai subi les questions, les remises en question, des diagnostics posés, la précipitation, les insinuations, les humeurs, les humiliations de ce médecin. Elle parle de son expert judiciaire. En sortant, j'avais reçu le message et n'aspirais plus à vivre, tant je me sentais inutile, sotte, sale et méprisable. Voilà le vécu de l'expertise judiciaire, et ce n'est pas un témoignage, c'est beaucoup de témoignages. Pourquoi se gêneraient-ils, les experts? Ne sont-ils pas confortés dans leur arrogance implacable par celle des juges qui, toujours dans le système français, imposent à la victime le choix d'un expert, fût-il notoirement incompétent, et bien pire encore, mettent la charge financière de l'expertise, fût-elle d'une accablante nullité, sur la victime, réalisant de la sorte, il faut bien le dire, un quasi-système de vente forcée. Alors, il suffit cependant de lire le rapport Lepage, diapo suivante, pour constater qu'explicitement, et plus encore implicitement, ce modèle de l'expertise judiciaire fondé sur l'illusion de l'expert impartial au-dessus des parties reste la référence. Or, même si le temps imparti ne me contraint à une regrettable sélectivité dans le choix des preuves, sinon innombrables, j'espère vous avoir introduit à l'idée, ce n'était pas sous-entendu, que ce modèle de l'expertise judiciaire me paraît monstrueux. Ce qui me conduit à craindre que le rapport Lepage, j'ai la plus grande estime personnelle pour Madame Lepage, mais je crains que son rapport ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau, au moins pour ce qui concerne l'expertise, précisément parce que les véritables déterminants du problème n'y sont pas abordés. Il me paraît par exemple irréel de recommander un nouveau statut de protection pour le lanceur d'alerte, compte tenu des difficultés prévisibles de le distinguer en pratique du simple malveillant, quand, à l'évidence et depuis des années,
aucun juriste de renom ne s'est ému de la scandaleuse déréliction juridique où se trouve l'expert qui, lui, est pourtant assermenté et chargé d'un mandat public. Alors, rapidement évoqué par Madame Lepage, au titre d'une éventuelle perversion, l'incompétence, vous l'avez bien compris, m'est toujours apparue au contraire comme la principale menace, de loin la plus fréquente, qui pèse sur l'expertise. Diapo suivante, typologiquement, cette incompétence peut être triple. Incompétence absolue, comme ces pauvres médecins de quartier n'ayant jamais été capables de développer une clientèle et vouant une reconnaissance éperdue aux quelques magistrats qui les ont sortis de la médiocrité professionnelle, lesquels savent bien en retour qu'ils obtiendront tout de ces zélés clients. Il suffit d'interroger les avocats pour constater que certains experts sont dûment catalogués comme les hommes liges de tel ou tel magistrat et que certains poussent même l'inconscience jusqu'à s'en vanter. Incompétence relative, comme cet éminent patron de gynécologie resté dans la mémoire de ses confrères, de la mémoire indignée de ses confrères, pour avoir accepté une mission visant un acte échographique malheureux, quand notoirement, il n'avait lui-même jamais pratiqué la moindre échographie de sa vie. Incompétence interdisciplinaire, enfin, et là je crois qu'on est au cœur de nos préoccupations, parce que je crois que l'expertise, c'est avant tout, par rapport à l'activité scientifique tout court, c'est une activité scientifique interdisciplinaire. Incompétence interdisciplinaire, enfin, en entendant par ce concept caractériser l'incapacité de l'expert de comprendre le besoin de ses interlocuteurs et de s'en faire comprendre. Car si l'expert judiciaire, pour rester dans le sujet, n'a pas à dire le droit, du moins doit-il suffisamment comprendre le droit pour apercevoir ce dont les magistrats ont besoin, afin de se réapproprier les éléments de fait qui leur permettront de dire le juste. Et sur la base de ce filtre à 3 trous, je me fais fort de documenter que dans ma carrière, je n'ai jamais rencontré un expert judiciaire compétent. Bien pis, incapable de se dépasser jusqu'aux limites de leurs compétences pour tenter d'appréhender les besoins spécifiques de leurs interlocuteurs et d'y répondre, on dirait que les experts judiciaires tirent profit de l'exercice judiciaire pour se départir de leurs réflexes professionnels, même les plus élémentaires. Fut-elle signée par un universitaire éminent, je n'ai jamais vu, par exemple, une expertise judiciaire qui, au niveau de la présentation et notamment de la bibliographie, aurait passé le cap des exigences minimales en matière de thèse. Et je garde le souvenir tragicomique de cette avocate réagissant à l'une de mes premières expertises, en me louant presque avec des larmes dans la voix d'y avoir intégré, tenez-vous bien, une table des matières. Pour les besoins de l'exposé, appelons corruption tout mécanisme, pas nécessairement d'origine financière, tendant à détourner le processus de l'expertise de ce qu'il devrait être dans l'idéal, à savoir une synthèse actualisée, exhaustive, critique, strictement indépendante de l'ensemble des connaissances pertinentes sur un sujet donné. Quand on y regarde de plus près, cette corruption en pratique, qui peut être une corruption intellectuelle, se traduit préférentiellement par une perte de repère entre la distinction malheureusement posée comme allant de soi dans le rapport Lepage, entre experts indépendants et les experts départis, c'est-à-dire ceux qu'elle appelle les sachants. Soyons plus précis. La corruption de l'expertise, et là je parle de l'expertise tout court, je suis sorti de l'expertise judiciaire, passe le plus souvent par des actions dites d'environnement, lesquelles, je vous rassure, n'ont rien à voir avec l'écologie, mais consistent à déléguer la responsabilité d'un propos objectivement partisan à un tiers n'ayant aucun lien explicite avec le groupe qui tirera parti de ce propos. Cette délégation de parole à une instance dont l'indépendance est supposée et présumée aller de soi se concrétisera le plus souvent par un discours dubitatif, justifié par la seule rigueur scientifique, et articulé autour du niveau de preuve censé faire défaut aux travaux suggérant qu'il faudrait interrompre, suspendre, voire corriger tel ou tel type de désordre. Il n'y a pas de preuve, nous disent les experts, ainsi instrumentalisés, diapo suivante, comme fomenteur de troubles. Je reprends l'expression à Michaels, qui a été un ancien collaborateur de Clinton à l'environnement, qui est épidémiologiste, et qui, diapo suivante, vient de faire paraître ce mois-ci un livre que je vous recommande grandement, qui est là, qui est leur produit, c'est le doute, c'est-à-dire l'analyse, l'industrie de la production du doute par les experts d'un certain nombre de fabricants, de producteurs de biens, et montre comment finalement cette production du doute est devenue une façon de ne rien faire et de contester l'évidence.
Rappelons que c'est bien au nom de cette rigueur, d'ailleurs, que des décennies durant, les lobbies du tabac ont dénoncé comme insuffisantes les preuves de ce qui nous paraît aujourd'hui aller de soi, à savoir que fumer augmente le risque du cancer. Alors, il n'est pas possible d'avoir un inventaire complet, je reviens à mon exemple, mais je reste bien dans le sujet de l'expertise en général, d'avoir un inventaire complet des procès en cours sur la vaccination. Cependant, diapo suivante, comme ces affaires tournent essentiellement autour du même noyau d'avocats, j'ai réussi à me constituer un corpus qui correspond probablement à la majorité, à savoir 87 expertises. L'analyse des spécialités chez les 86 experts nommés retrouve 25 neurologues, 16 légistes, 12 internistes. Je vous laisse lire le reste. Ainsi, dans des affaires mettant en cause les stratégies de promotion les plus sophistiquées de l'industrie pharmaceutique mondiale, pas une seule fois, la justice n'a éprouvé le besoin de désigner un expert doté d'une expérience minimum en ce que la nomenclature elle-même appelle science du médicament. Il ne s'agit pas d'un problème scolastique de spécialité. Moi, je ne suis pas universitaire, les spécialités, je m'en fiche un peu. Car l'incompétence des experts ainsi désignés est flagrante. Sans entrer dans un détail tristement désopilant, contentons-nous de remarquer, par exemple, qu'alors que, comme avec tout médicament moderne, l'immense majorité des documents scientifiques et réglementaires pertinents est rédigée en anglais, les juridictions n'ont jamais pris la peine de vérifier que les experts par elles désignés avaient une maîtrise ne serait-ce qu'élémentaire de cette langue. Je peux vous dire que le pauvre neurologue de quartier, le pauvre généraliste de quartier, il ne connaît pas bien l'anglais. Ce qui ramène la communauté scientifique internationale pompeusement évoquée pour débouter les victimes tant par la Cour d'appel de Paris que par la Cour de cassation, aux quelques articles trop complaisants dont la traduction a été financée par les industriels appelés dans la cause. Là encore, c'est plus facile de financer des traductions quand on est industriel de la pharmacie que quand on est aide-soignante en invalidité. Ça coûte cher les traductions. Mais comme toujours dans ces interactions interdisciplinaires douteuses, l'insuffisance du technicien finit par contaminer le juriste qui l'a désigné. Ainsi, toutes les expertises, je suis formel, toutes les expertises dont j'ai connaissance, ont posé comme référence scientifique, aussi objectif qu'incontournable, les comptes rendus rassurants diffusés par l'Agence du médicament au décours de l'enquête nationale de pharmacovigilance diligentée depuis juin 1994. Or, systématiquement ignoré là encore par les experts judiciaires désignés, un texte réglementaire très précis stipule que de telles enquêtes sont menées en constante concertation avec les fabricants et que les comptes rendus sont rédigés, ce sont les termes mêmes de la réglementation, en commun avec eux. Ainsi, à l'heure où je parle, l'intégralité des décisions judiciaires sur le vaccin, incluant celles prises par la Cour de cassation, se sont fondées sur des expertises qui, à l'insu de tous, experts compris, ont présenté comme neutres et objectives des évaluations pourtant rédigées en commun, je le répète, avec les fabricants appelés dans la cause au mépris flagrant du principe du contradictoire. Et jusqu'à plus ample informé, je parle encore sous contrôle, il s'agit bien du scandale judiciaire du XXIe siècle. L'analyse de ces avis rédigés en commun permet de reconnaître que, de fait, les fabricants sont nettement intervenus, de telle sorte que tous les experts judiciaires qui ont placidement repris le refrain sur l'absence de lien certain se sont, à leur insu, fait les vecteurs d'un discours intéressé, techniquement infondé, en le recouvrant du vernis d'une pseudo-expertise indépendante. Exemple typique des actions d'environnement dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont, comme par hasard, centrées sur l'entretien du doute. On a des experts judiciaires qui n'ont, de fait, beaucoup moins de lien avec l'industrie que moi, des médecins de quartier, qui disent « Eh bien, il n'y a pas de lien direct et certain ». Et ce sont les avocats des fabricants qui ont introduit ce genre de formulation dans les communiqués de l'agence, qui sont cités comme neutres et objectifs par les 10 experts judiciaires. Alors, s'il ne fait aucun doute que la prévarication puisse influer sur l'expertise, ce qui vient d'être illustré signifie que, j'y reviens, c'est fondamental, l'incompétence est la menace la plus grave qui puisse peser sur l'impartialité. On n'est jamais aussi facilement manipulable que quand on ne sait pas, et les magistrats seraient bien inspirés de conscientiser que dans leurs entreprises actuelles de lobbying, les firmes pharmaceutiques consacrent de plus en plus d'argent dans leur direction, non sans résultat, hélas. Pour ne point parler des dépenses indirectes, car avec sa trésorerie illimitée permettant de soutenir n'importe quelle action judiciaire,
qu'ont fait les fabricants, sinon de convaincre les plus hautes juridictions que le seul expert judiciaire pouvant documenter, je vous rappelle le schéma tout à l'heure, ne serait-ce que sur la base d'un chiffre d'affaires naguère insolent, la confiance que lui accordait l'industrie pharmaceutique était comme par hasard le seul indigne de mettre sa compétence au service de la justice française. Fallait le faire, ils l'ont fait. L'expert est tout nu quand il est seul. Ce n'est pas son expertise présumée qui lui donne le pouvoir, mais le pouvoir qu'on lui octroie qui crédibilise son expertise. Voici quelques années, dans une affaire de vaccination assez médiatisée, où je n'étais pas expert, j'avais été contacté par la victime désespérée de la performance effectivement lamentable des 2 experts qui lui avaient été imposés. À quelque temps de là, le juge en charge de cette affaire, l'un des plus expérimentés en matière de santé, prit l'initiative de m'appeler pour me dire en termes peu choisis qu'il en avait marre de ces 2-là, il me semble me rappeler qu'il m'a dit ces 2 cons-là, qu'il avait lu certains de mes travaux et qu'il entendait désormais me missionner dans les affaires ultérieures, malgré la tourmente de récusation dont je faisais l'objet et dont il avait connaissance. Tout se sait au palais de justice. Alors j'en profitais pour l'interroger sur l'intérêt d'une intervention privée dans l'affaire précédente, dans la première affaire, à quoi il répondit qu'il la lirait avec beaucoup d'intérêt, en dépit du fait qu'elle serait privée. Sur ce, le malheureux tomba malade, au point d'être remplacé. La nouvelle juge s'empressa de me récuser dans la nouvelle affaire où il m'avait désigné et débouta dans la précédente la première victime en ignorant totalement ma contribution privée. La cour d'appel allait adopter exactement la même position. Mais, dans l'entretemps, les 2 experts de la première affaire les 2 rigolos de la première affaire, avaient envoyé leur facture à la malheureuse victime pour le montant exorbitant, accrochez-vous, vous êtes tous assis, de 16 000 €. Confrontée à une exigence aussi considérable à l'endroit d'une pauvre femme ruinée par la maladie, la cour d'appel, pour une fois, allait faire preuve d'une ingéniosité remarquable. Je cite, « Qu'en l'espèce, il est évident que les rapports d'expertise des professeurs X et Y, ne nous faisons pas d'ennemis, il y en a suffisamment comme ça, dont les conclusions sont favorables au laboratoire Z, qui s'ajoutent à d'autres obtenus à l'occasion d'affaires similaires, qui peuvent être ensuite produits à nouveau dans d'autres affaires au soutien de sa position, profitent à cette partie, donc profitent aux fabricants, qu'à titre exceptionnel, leur coût sera mis à sa charge. C'est-à-dire que la Cour d'appel dit, écoutez, ce rapport vous est tellement favorable, c'est vous qui allez le payer. Vous pourrez le réutiliser après. On admettra sur cet exemple qu'entre le juge prétendant se débarrasser de 2 experts de 2 cons, explicitement taxés d'incompétence et de pusillanimité pour s'en remettre désormais à un 3e, et celui balayant en une demi-ligne méprisante la contribution du dernier, tout en exhortant les fabricants à réutiliser dans leurs affaires ultérieures l'expertise des 2 autres, désormais crédibilisée par le sceau de la cour d'appel, et pas n'importe quelle cour d'appel, je vous prie de croire, il y a précisément, et ça vaut pour tout le monde, il y a précisément toute la marge du processus de choix d'experts par le décideur. Finalement, les considérations précédentes attestent qu'au fond, il n'y a rien de spécifique dans les défaillances individuelles ou systémiques qui alimentent la critique de l'expertise. L'incompétence expertale. Mais alors que les défis actuels devraient appeler l'imagination et la créativité juridique, n'a-t-on pas vu les plus hautes instances judiciaires s'égarer au point d'en perdre leurs repères les plus intangibles, le respect du contradictoire, l'intérêt à agir, la jurisprudence, la prévisibilité, les conflits d'intérêts? Mais lorsqu'il s'agit d'instrumentaliser une décision judiciaire au profit des fabricants, ne voit-on pas abuser de leur position éditoriale les éminents juristes habitués aux luxueuses consultations des mêmes fabricants? Ne voit-on pas la Cour de cassation suivre les réquisitions d'un avocat général notoirement lié à certains avocats des fabricants et significativement bien peu cohérent avec les principes dont qu'il allait bientôt publier dans une autre affaire de récusation? Ne voit-on pas le prestigieux recueil Dalloz, publié sous couvert d'un article de doctrine, une pauvre contribution scandaleusement partiale, rédigée par 2 avocats inconnus au bataillon des théoriciens du droit et strictement muets sur le fait qu'ils sont tout simplement les défenseurs d'un des fabricants dans toutes les affaires civiles. Alors quoi? Finalement, qu'est-ce qu'ils font de particulier, les experts? Ils font comme tout le monde. Et s'ils font comme tout le monde, politiques et magistrats inclus, que reprocher aux experts par conséquent? Bien précisément cela, de faire comme tout le monde, de conditionner leurs évaluations à l'intérêt bien compris de leur carrière et de leur tranquillité. En un mot, de ne plus reconnaître la transcendance du savoir comme limite infranchissable aux accommodements du politiquement correct.
Alors le temps me manque pour aller plus loin, mais je voudrais conclure sur 3 remarques. Premièrement, alors que les décideurs, et les politiques notamment, tendent spontanément à s'abriter derrière leur incompétence technique dès lors qu'ils sont mis en cause, il faudra bien un jour déporter la question de leur responsabilité à celle de leur choix d'experts, qui le plus souvent privilégient la docilité clientéliste sur la compétence documentale. Deuxièmement, j'ai appris à penser que le bon expert, finalement, c'est celui dont on peut se passer. Pas celui qui se fait radier, mais celui dont on peut se passer, en ce sens que, dans le processus interdisciplinaire de l'expertise, il permet aux demandeurs de l'évaluation de se réapproprier, c'est un mot fondamental, ça, dans l'expertise interdisciplinaire, de se réapproprier des éléments de fait simples, compréhensibles, aisément vérifiables, suffisants pour affronter en connaissance de cause le processus décisionnel. Troisièmement, s'il est exact que l'incompétence, et c'est ce que je crois profondément, s'il est exact que l'incompétence soit la menace la plus grave sur le processus de l'expertise, et qu'elle renvoie du même coup à l'incompétence synergique des décideurs, force est de se demander, diapo suivante s'il vous plaît, si nous ne sommes pas arrivés au but cherché depuis déjà longtemps par les puissances de l'argent, réduire à pas grand-chose toutes les instances d'enseignement et de recherche, et je regarde ceux ici qui sont enseignants, toutes les instances d'enseignement et de recherche, polluer la transmission scolaire ou universitaire par les dogmes de l'entreprise et du libre marché, réaliser enfin le rêve monstrueux de la destruction du savoir en temps de paix, pour reprendre le titre tristement pertinent d'un ouvrage récent. Et je suis désolé sur ce point de m'inscrire un peu en faux avec ce qu'a dit un intervenant hier. Je ne crois pas du tout qu'on vive dans une société de plus en plus instruite. Je crois que c'est malheureusement l'inverse. Alors en ce sens, la question la plus grave de notre colloque n'est peut-être pas tant comment retrouver la confiance dans l'expertise que bien plus tristement, existe-t-il encore des experts ? Merci de votre attention.